Dans l'une des régions les plus montagneuses de Chine, des ingénieurs se sont trouvés confrontés à un obstacle apparemment insurmontable. Une montagne entière bloquait le tracé d'une autoroute et l'un des ponts les plus extrêmes au monde. La solution n'était ni de la contourner ni de la percer, il fallait la fendre en deux. Le Guizhou n'est pas une province facile pour les travaux d'ingénierie. Son paysage est dominé par un relief karstique, un type de terrain façonné pendant des millions d'années par l'action de l'eau sur des roches solubles, notamment le calcaire. De loin, ces montagnes peuvent paraître solides et immuables. De l'intérieur, elles sont souvent bien différentes. Cavités, fissures, canaux souterrains, grottes cachées et couches érodées qui font de chaque projet une négociation constante avec la géologie. Pendant des siècles, cette même géographie a façonné la vie de ses habitants. Les routes s'adaptaient aux pentes, les villages étaient séparés par des canyons et les rivières, au lieu de faciliter les déplacements, faisaient office d'obstacle. Un itinéraire en apparence simple pouvait nécessiter des descentes dangereuses, des ascensions épuisantes et de longs détours. Le transport de marchandises, de médicaments, d'outils ou de matériaux de base dépendait d'étroits sentiers vulnérables aux intempéries. C'est dans ce contexte que le projet du pont de Huajiang a été conçu. L'objectif était de franchir un canyon gigantesque creusé par la rivière Beipan, un gouffre si profond qu'il a reçu des surnoms évoquant une fissure dans la terre. Le pont était destiné à raccourcir considérablement un trajet qui nécessitait auparavant de longues routes de montagne. Au lieu de descendre des virages interminables et de remonter la pente opposée, les véhicules traverseraient le vide en quelques minutes. Il ne suffisait pas de concevoir un long pont. Il fallait le construire dans une zone où les engins lourds pouvaient difficilement accéder, où le vent soufflait avec violence, où le brouillard réduisait la visibilité, où le sol n'était pas toujours aussi stable qu'il y paraissait, et où chaque mètre carré de roche devait être étudié avant toute charge. La première difficulté était d'ordre logistique. Pour construire un pont de près de 3 km de long dans un tel endroit, il fallait transporter de l'acier, du ciment, des engins, des câbles, des grues, des générateurs, des explosifs contrôlés, des capteurs et du personnel spécialisé. Or, de nombreuses routes existantes n'étaient pas adaptées au passage des poids lourds. Le projet nécessitait des routes temporaires, des plateformes de fortune, des voies d'accès creusées à flanc de collines et des solutions de transport adaptées à un terrain ne tolérant aucune erreur. À cette complexité s'ajoutait le climat. Dans un canyon profond, le vent ne se comporte pas comme en plaine. Les courants s'accélèrent entre les parois rocheuses, changent rapidement de direction et peuvent générer des turbulences dangereuses pour les grues, les câbles suspendus et les plateformes surélevées. L'humidité contribue également à la formation du brouillard. Les pluies fragilisent les talus et les routes. Les travaux n'ont pu se dérouler conformément au calendrier prévu, mais également selon les protocoles de sécurité. La première idée logique était d'utiliser la roche existante comme support. En construction montagneuse, les formations rocheuses peuvent être des alliées précieuses si elles sont stables, compactes et résistantes. Une roche saine permet l'ancrage, le creusement de tunnels, le support des fondations et l'absorption des charges. Mais au Guizhou, les apparences étaient trompeuses. La surface laissait apparaître des parois imposantes, mais l'intérieur était marqué par le karst. Le karst se forme lorsque l'eau, légèrement acide en raison du dioxyde de carbone dissous, pénètre dans le calcaire et le dissout lentement. Ce processus prend des milliers, voire des millions d'années. Il en résulte un monde souterrain de cavités, de conduits, de grottes, de rivières souterraines et de zones fragilisées. Vu de l'extérieur, une montagne peut apparaître comme un bloc solide. Lors du forage, le trépan peut d'abord rencontrer de la roche solide, puis une cavité, puis une couche fracturée, et plus bas encore, une autre zone compacte. Pour une structure suspendue, cette incertitude est cruciale. L'ancrage d'un pont ne peut pas reposer sur une roche qui se fissure comme une croûte terrestre. Il doit pénétrer un matériau capable de résister à d'énormes forces de traction pendant des décennies. Si les câbles transmettent une force à une zone fragilisée, cela peut entraîner une déformation, une fissuration, un déplacement ou une rupture progressive. Dans une structure de grande portée, même un léger mouvement au niveau de l'ancrage peut engendrer des contraintes dangereuses dans l'ensemble du système. Les études géologiques ont révélé que certaines zones ne présentaient pas la stabilité nécessaire. Les forages ont mis en évidence des cavités à différentes profondeurs. De ce fait, la montagne ne pouvait être considérée comme un bloc uniforme. Il était indispensable d'identifier précisément l'emplacement du substratum rocheux, le début des couches altérées, les zones capables de supporter des charges et celles à éviter. Une autre solution aurait consisté à modifier le tracé. À première vue, déplacer une autoroute de quelques kilomètres semble plus simple que de percer une montagne. En pratique, une voie rapide ne peut être tracée librement sur un terrain accidenté.
Elle doit respecter les pentes maximales, les rayons de courbure, les zones de stabilité, les jonctions avec d'autres routes et les points de construction possibles de tunnels, de ponts ou de viaducs. Un détournement excessif de la route peut en allonger considérablement le tracé, augmenter les coûts, engendrer de nouveaux risques et simplement déplacer le problème vers une autre montagne. Les drones, les relevés topographiques et les études de terrain ont démontré que la zone environnante ne se prêtait pas à une solution simple. Certaines pentes étaient trop abruptes, d'autres étaient sujettes à des glissements de terrain, d'autres encore nécessitaient des tunnels plus longs à travers des formations rocheuses complexes. Le terrain tout entier semblait conçu pour bloquer toute issue. Une autre option consistait à construire les piliers depuis le fond du canyon. Cette solution est courante pour les viaducs. On élève les supports depuis le bas et on pose le tablier par-dessus. Mais le canyon de Huajiang n'était pas une vallée paisible. La rivière Beipan coule dans des zones aux pentes abruptes et, pendant la saison des pluies, son débit peut changer brusquement. Un pilier au fond du canyon aurait été exposé aux inondations, à l'érosion, aux débris charriés par l'eau et aux chutes de pierre des parois du canyon. De plus, plus la hauteur d'une pile est importante, plus sa stabilité se complexifie. Une structure de plusieurs centaines de mètres de haut, soumise au vent, à l'activité sismique et à l'érosion basale, exige des fondations exceptionnelles. Dans un canyon actif, où les pentes peuvent provoquer des éboulements de roches et de sédiments, cette option risquait d'engendrer plus de risques que de solutions. Il était également possible de creuser un réseau de tunnels pour éviter le pont principal. La Chine possède une vaste expérience en matière de tunnels de montagne, mais cela ne signifie pas que tous les tunnels conviennent. Un long tunnel en terrain karstique peut rencontrer des nappes phréatiques, des cavités, des gaz, des zones d'effondrement et des variations brusques de résistance. Il nécessite une ventilation, un drainage, un revêtement, des systèmes de sécurité, une évacuation et un entretien constant. Dans certains cas, c'est faisable. Dans d'autres, le coût et les délais rendent l'alternative non rentable. Les calculs ont abouti à une conclusion difficile, le pont restait la meilleure solution, mais seulement si le problème de la relation entre la structure et la montagne qui bloque son passage pouvait être résolu. C'est là que le point critique est apparu. Il ne s'agissait pas simplement d'ouvrir une route. L'objectif était de garantir le bon fonctionnement géométrique du système suspendu. Un pont suspendu exige que ses câbles principaux suivent des trajectoires précises. Ces câbles reçoivent le poids du tablier via des suspentes verticales et transmettent la charge aux pylônes et aux ancrages. Si les câbles n'atteignent pas l'ancrage selon l'angle requis, les forces seront inégalement réparties. Si l'ancrage est trop haut, trop bas ou décalé latéralement, le pont peut subir des torsions, des contraintes déséquilibrées ou des déformations indésirables. Le creusement de la montagne exigeait précision, planification rigoureuse et surveillance constante. L'objectif était de créer une gorge artificielle aux parois, aussi stable que possible. Cette gorge permettrait le passage de la route et faciliterait l'intégration des systèmes d'ancrage. Cependant, la montagne ne devait pas perdre son intégrité structurelle. Le défi consistait à retirer une partie de la roche sans fragiliser l'ensemble. La première étape fut un relevé topographique détaillé du massif. Les équipes de topographes et de géologues devaient appréhender sa forme externe, la pente des différentes couches, les fissures visibles, les zones de ruissellement, les points à risque et la présence de cavités. Dans la construction moderne, ces informations ne proviennent plus uniquement de cartes anciennes. Scanners laser, drones, forages, capteurs, modèles numériques de terrain et analyses structurelles sont utilisés. Chaque donnée alimente une simulation plus complète. Ensuite, la ligne de coupe est définie. Cette ligne ne peut être arbitraire. Elle doit respecter le tracé de la route, la direction des contraintes, la stabilité des pentes, le drainage des eaux et l'espace nécessaire aux engins et aux équipements de sécurité. Un mur excessivement raide peut certes réduire les coûts d'excavation, mais il accroît le risque d'éboulement. Un mur plus raide peut être plus stable, mais il nécessite l'enlèvement d'une plus grande quantité de matériaux et perturbe une zone plus étendue. La solution repose sur un équilibre entre stabilité, coût, délai et fonctionnalité de l'ouvrage. L'excavation se déroule par étapes. Dans un premier temps, des forages sont réalisés selon des schémas précis. Tous les forages n'ont pas la même fonction. Certains marquent le contour de la future coupe. D'autres fragmentent le matériau de base. D'autres encore permettent de contrôler la direction de la fragmentation. Cette technique est connue sous le nom de dynamitage contrôlé ou dynamitage de contour. Son objectif est de fragmenter la roche là où c'est nécessaire et de la protéger là où elle doit rester intacte. Au lieu d'une détonation massive, on utilise des charges dosées et des séquences temporisées.
L'énergie est libérée progressivement. Cela réduit les vibrations, limite les dommages à la roche restante et empêche la montagne de se comporter comme un objet incontrôlable et ballotté par les vagues. Dans certaines zones, des méthodes mécaniques, marteaux hydrauliques, scies, foreuses ou agents expansifs, peuvent être utilisés selon le type de roche et la sensibilité de l'environnement. Après chaque étape, des engins lourds entrent en action. Pelles mécaniques, chargeuses et camions évacuent les matériaux instables. Les parois sont ensuite inspectées. Des spécialistes recherchent les fissures, les blocs instables, les zones humides, les décolorations ou tout signe de faiblesse. Sur les pentes abruptes, l'inspection peut nécessiter des équipements d'accès vertical, des cordes, des plateformes et des opérateurs spécialisés. Une paroi fraîchement taillée n'est jamais laissée à l'abandon. Elle doit être stabilisée. Des ancrages, des boulons, des treillis métalliques, du béton projeté, des fossés de drainage, des barrières dynamiques et des détecteurs de mouvement sont utilisés à cette fin. Les boulons traversent les blocs fracturés et les ancrent à des couches plus stables. Le treillis retient les petits éboulements. Le béton projeté protège les surfaces érodables. Le drainage empêche l'eau de s'accumuler dans les fissures et d'augmenter la pression interne. L'eau est l'un des ennemis les plus silencieux de ces structures. Dans une montagne karstique, elle peut surgir par des infiltrations inattendues. Si l'eau pénètre dans les fissures et que la pression qui en résulte modifie la structure, elle peut fragiliser la roche. Si elle transporte des particules fines, elle peut éroder les zones internes. Si elle s'écoule derrière un versant, elle peut en réduire la stabilité. Par conséquent, la découpe n'est pas qu'une simple opération d'extraction. C'est aussi une opération de contrôle hydraulique. La sécurité structurelle du projet dépendait de la capacité à détecter tout mouvement de la montagne. À cette fin, des instruments de surveillance ont été installés. Inclinomètre, extensomètre, stations topographiques, capteurs de vibration et systèmes de lecture continue permettent de détecter les moindres déplacements. Dans un projet de construction classique, quelques millimètres peuvent paraître insignifiants. Sur un versant de plusieurs centaines de mètres de haut, ces millimètres peuvent constituer un signal d'alarme précoce d'un problème majeur. L'image finale de la découpe pourrait suggérer une force brutale. Mais la réalité technique est bien plus subtile. La montagne a été ouverte selon une logique comparable à celle d'un chirurgien qui retire des tissus sans endommager les organes vitaux. Chaque mètre excavé a modifié la répartition des contraintes internes. Chaque bloc retiré nécessitait de vérifier la stabilité des autres. La moindre pluie, la moindre vibration, la moindre variation de température pouvait modifier le comportement de la roche. La raison principale de la rupture de la montagne ne résidait pas à sa surface, mais dans la direction des forces en présence. Un pont suspendu semble soutenu par 2 pylônes et d'élégants câbles. Mais cette image simplifie une réalité bien plus complexe. Le tablier exerce une pression vers le bas. Les suspentes transmettent ce poids aux câbles principaux. Ces derniers convertissent une partie de cette charge en tension horizontale et la transmettent aux ancrages. Là, le sol doit résister à une force colossale qui tente à le tirer vers le centre du pont. Dans les ponts de cette envergure, les ancrages sont aussi importants que les pylônes. Ils peuvent être constitués d'énormes blocs de béton enfouis ou intégrés dans la roche. Leur fonction est d'empêcher le déplacement des câbles. Pour ce faire, ils tirent parti de leur propre poids, du frottement, de la géométrie et de la résistance de la masse rocheuse. Si l'ancrage cède, le pont perd son équilibre fondamental. La montagne qui bloquait le passage présentait une contradiction. D'une part, elle possédait une masse suffisante pour servir de support. En revanche, sa forme extérieure ne permettait pas un acheminement correct des câbles ni un positionnement précis des blocs d'ancrage. C'était comme avoir une pièce massive et robuste, mais qui ne s'intégrait pas correctement au mécanisme. En créant une fissure artificielle, les ingénieurs ont pu modifier cette géométrie. Cette découpe a permis un tracé plus direct pour la route et les éléments structurels. Elle a également facilité l'accès aux zones internes de roches plus résistantes, moins altérées par l'érosion superficielle. Dans de nombreuses montagnes, les couches externes sont fracturées par des cycles d'humidité, de température, de racines, d'érosion et de mouvements anciens. Plus en profondeur, on trouve un matériau plus compact. La différence entre l'ancrage de surface et l'ancrage profond est essentielle. Un talus de surface peut paraître solide, mais s'il est fortement fracturé, la tension exercée sur les câbles peut déloger des blocs ou ouvrir des fissures existantes. À l'inverse, l'ancrage profond permet de transmettre la charge à un plus grand volume de roches saines. Il ne dépend pas d'une croûte externe, mais plutôt de la masse interne du massif rocheux. La fissure artificielle a également permis de contrôler la continuité du tracé.
Une autoroute nécessite des pentes raisonnables et des courbes larges. Les camions ne peuvent pas gérer des changements de pente brusques après la sortie d'un pont suspendu. Si la route monte trop haut, elle devient inefficace. Si elle descend trop bas, le risque augmente. Si elle tourne brusquement, elle réduit la vitesse et la sécurité. La montagne se trouvait à un point où la route devait maintenir une transition fluide. Sur un terrain moins accidenté, une tranchée moins profonde, un tunnel court ou une courbe auraient été envisagés. À Huajiang, l'ampleur du canyon et la position du pont ont amplifié chaque décision. Une petite modification du tracé pouvait décaler toute une voie d'accès. Un décalage de la voie d'accès pouvait modifier le point d'ancrage. Une modification de l'ancrage pourrait altérer la tension du câble. Une variation de tension pourrait affecter le comportement du pont en cas de vent. Le vent a ajouté une complexité supplémentaire. Les longs ponts enjambant des canyons profonds doivent être conçus pour éviter les oscillations dangereuses. L'histoire du génie civil regorge d'exemples où le vent a provoqué des vibrations destructrices sur des ponts mal adaptés aux phénomènes aérodynamiques. Un tablier de pont moderne est conçu pour permettre la circulation de l'air, réduire les turbulences et prévenir les résonances. À Huajiang, la tranchée creusée dans la montagne pourrait également influencer l'intégration de l'accès au courant du canyon. Les montagnes ne se contentent pas de bloquer le vent, elles le canalisent aussi. Une paroi convexe peut générer des tourbillons, des accélérations locales ou des zones de turbulence. Une ouverture artificielle modifie le flux d'air. Si la conception aérodynamique principale repose sur le tablier et la structure métallique, l'environnement immédiat est également crucial. La transition entre la route, la tranchée et le pont doit éviter les changements brusques qui augmentent l'exposition aux vents latéraux ou créent des zones de pression irrégulières. À cela s'ajoute le risque sismique. En région montagneuse, les tremblements de terre affectent bien plus que les seuls bâtiments. Ils peuvent déclencher des glissements de terrain, déformer les pentes, ouvrir des fissures et altérer la stabilité des flancs de collines. Un ancrage peu profond dans une roche altérée serait plus vulnérable en cas de séisme. Un ancrage profond, enfoui dans une roche plus résistante et conçu avec des marges de sécurité, offre une meilleure résistance. Lorsque la montagne fut enfin ouverte, le projet était loin d'être terminé. L'excavation avait créé l'espace nécessaire, mais la tâche principale demeurait ériger une structure suspendue au-dessus de l'un des canyons les plus profonds du monde. Le défi ne consistait plus seulement à traverser la roche. Il fallait désormais tendre de l'acier au-dessus du vide. Un pont comme celui de Huajiang ne se construit pas du bas vers le haut, comme une autoroute surélevée classique. La profondeur du canyon rendait impossible l'utilisation de supports intermédiaires. La solution consistait à suspendre le tablier à des câbles principaux, capables de franchir une distance considérable entre les tours. Ce choix permettait de traverser l'abîme sans encombrer le canyon de piliers. Mais il concentrait le défi sur quelques éléments critiques, les tours, les câbles, les ancrages et le tablier en acier. Les tours faisaient office de supports verticaux massifs. Elles hissaient les câbles à la hauteur nécessaire pour former une courbe robuste. Cette courbe n'était pas purement décorative. C'était la forme naturelle que prenait un câble sous charge. La géométrie de cette courbe répartissait les forces, absorbait le poids et transmettait la tension aux extrémités. Par conséquent, chaque centimètre du système doit être calculé avec précision. Dans un projet de construction en montagne, l'érection d'une tour est déjà une entreprise extrême. Les fondations doivent reposer sur un socle rocheux stable. Les grues doivent opérer sur des plateformes exiguës. Le vent impose les mouvements. Le brouillard peut entraver les manœuvres. Chaque élément d'acier ou de béton doit atteindre une zone où les routes étaient auparavant quasi inexistantes. Le terrain exige la construction des infrastructures nécessaires à l'édification de la structure finale. L'installation des câbles est l'une des phases les plus délicates. Avant la pose des câbles principaux, des câbles de guidage plus légers sont installés. Ces premiers câbles traversent le canyon et permettent la mise en place de systèmes de transport temporaires. Ensuite, des câbles d'acier sont assemblés pour former des câbles massifs, conçus pour résister à des milliers de tonnes de tension. Ce processus exige une surveillance constante, car une différence de longueur, de température ou de tension peut perturber l'équilibre. La température a une importance capitale. L'acier se dilate sous l'effet de la chaleur et se contracte sous l'effet du froid. Sur un long pont, cette variation peut se traduire par des centimètres, voire plus. Lors du montage, les ingénieurs doivent ajuster la position des câbles et des segments, en tenant compte de la température ambiante, de l'heure, du vent et de la charge temporaire supportée par l'équipement. Le pont ne se comporte pas comme un objet rigide. Il bouge, se contracte et évolue au fur et à mesure de sa construction. Vient ensuite le tablier, la plateforme sur laquelle circuleront les véhicules.
Sur les ponts à longue portée, il est généralement constitué de segments métalliques fabriqués en atelier et assemblés un à un. Chaque segment est levé, transporté jusqu'à son emplacement et fixé au précédent. La structure se développe à partir des extrémités ou de points précis, progressant au-dessus du vide comme une ligne d'acier suspendue. La précision est essentielle. Le moindre défaut d'alignement, même minime, peut engendrer des erreurs cumulatives. Si le vent déplace la pièce pendant le levage, la manœuvre devient dangereuse. En cas de changement soudain des conditions, les travaux doivent être interrompus. Dans un canyon profond, une pièce de plusieurs dizaines de tonnes, suspendue par des grues ou des câbles, ne tolère aucune improvisation. Le tablier doit également résister au vent. C'est pourquoi sa simple robustesse ne suffit pas. Il doit présenter une forme aérodynamique. La force du vent n'agit pas uniquement latéralement. Elle peut générer des vibrations verticales, des torsions et des oscillations. Une conception adéquate permet à l'air de circuler à travers ou autour de la structure, sans produire de mouvements dangereux. Dans certains cas, des déflecteurs, des ouvertures, une rigidité en torsion et des systèmes de surveillance sont ajoutés pour étudier son comportement réel. Le pont de Huajiang a été construit dans un environnement où la hauteur amplifie la perception du risque. Sous le tablier, le vide n'est pas de quelques mètres, mais un gouffre dont la hauteur dépasse celle de nombreux gratte-ciel. Les équipes ont travaillé avec des harnais, des plateformes, des protocoles stricts et des équipements spécialisés. Mais malgré toutes les technologies disponibles, la construction d'un tel pont exige toujours une discipline humaine hors du commun. Le travail de terrassement a également joué un rôle déterminant à cette étape. En créant ce passage, la liaison entre le pont et la route a été facilitée. L'accès n'était plus un cheminement forcé le long d'une pente abrupte, mais une transition plus directe entre le tablier suspendu et le sol. Cette continuité était essentielle pour éviter que l'ouvrage ne se transforme en un pont monumental relié à une route problématique. Nombre de montagnes ne sont pas aussi solides qu'elles en ont l'air. On se les représente souvent comme une masse compacte, une forteresse de pierre altérée seulement par les séismes ou l'érosion visible. Mais dans les régions karstiques, l'intérieur peut ressembler à un labyrinthe. Le karst naît d'une lente réaction entre l'eau et la roche. La pluie absorbe le dioxyde de carbone de l'atmosphère et du sol, formant une solution légèrement acide. En s'infiltrant à travers les fissures du calcaire, cette eau dissout de petites quantités de minéraux. Au début, le processus est presque imperceptible. Avec le temps, les fissures s'élargissent. Elles deviennent alors des conduits. Plus tard, elles peuvent former des grottes, des dolines et des rivières souterraines. Il en résulte un terrain à la double nature. En surface, on trouve des montagnes, des pics et des parois. En sous-sol, des creux, des chenaux et des cavités. Pour la construction, cette dualité peut s'avérer dangereuse. Un pieu, un tunnel ou un ancrage peut se heurter à une cavité inattendue précisément là où l'on attendait un appui. Une route peut s'affaisser si le sol sous-jacent s'effondre. Un versant peut devenir instable si l'eau modifie les pressions internes. Le Guizhou possède l'un des paysages karstiques les plus impressionnants au monde. Cette même caractéristique attire les touristes pour ses paysages, ses grottes et ses canyons, mais elle complique tout projet d'infrastructure. Là-bas, les ingénieurs ne luttent pas contre une simple montagne. Ils luttent contre une montagne qui peut en dissimuler une autre sous la surface, criblée de cavités et de failles. Cette situation alimente les récits, les superstitions et les théories étranges. Dans de nombreuses cultures, les montagnes aux grottes profondes ont été associées à des esprits, des monstres, des entrées vers l'au-delà ou des civilisations cachées. L'esprit humain a tendance à transformer l'inconnu en mystère. Lorsqu'une foreuse tombe soudainement dans un vide, lorsqu'une rivière disparaît sous terre ou lorsqu'un flanc de colline s'effondre sans prévenir, le paysage semble agir comme s'il possédait une volonté propre. La véritable explication est géologique et non surnaturelle. Mais cela n'en rend pas la chose moins troublante. Une montagne karstique est une structure vivante au sens physique du terme. L'eau continue de circuler. La roche continue de se dissoudre. Les fissures continuent d'évoluer. De fortes pluies peuvent modifier le comportement d'un système souterrain. Une conduite obstruée peut augmenter la pression. Un vide peut s'effondrer. Un talus peut s'affaisser pour des raisons qui ont commencé bien avant le début des travaux de construction sur le site. C'est pourquoi l'ingénierie moderne utilise des outils de plus en plus sophistiqués pour sonder la roche. Les forages creusent le sol. La géophysique détecte les contrastes sous la surface. Le radar, la tomographie de résistivité électrique et d'autres méthodes permettent de déduire les zones creuses ou saturées. Les modèles numériques intègrent des données éparses afin de réduire l'incertitude. Malgré cela, le sous-sol n'est jamais entièrement révélé. Dans le cas du pont et de la montagne taillée,
Cette incertitude a contraint à abandonner les solutions simplistes. Le projet ne pouvait se fier uniquement à l'aspect de la roche. Il fallait identifier les zones résistantes, éviter les cavités, stabiliser les pentes et concevoir des ancrages profonds. La montagne a été taillée non pas parce qu'elle était globalement fragile, mais parce que sa forme et sa structure interne ne permettaient pas de l'utiliser telle qu'elle. Ce détail modifie l'interprétation du projet. Il ne s'agissait pas d'une lutte entre l'humanité et la nature, mais plutôt d'une adaptation extrême à un environnement complexe. La montagne n'était pas un ennemi mythique, mais un système géologique régi par ses propres lois. Les ingénieurs devaient apprendre ces lois, les mesurer, puis intervenir avec la précision nécessaire pour éviter la catastrophe. Le mystère ne réside donc pas dans une force cachée protégeant la montagne, mais dans la contradiction d'une roche qui semble éternelle et qui, en même temps, peut être criblée de trous. Il réside dans un paysage d'apparence statique, et pourtant lentement transformé par l'action invisible de l'eau. Il réside dans la capacité humaine à déchiffrer ces signes et à les traduire en une structure fonctionnelle. Le sens ultime du projet réside dans sa transformation territoriale. Une autoroute et un pont de cette envergure modifient la façon dont une région se perçoit elle-même et se connecte au reste du pays. Avant la création de cette liaison directe, les déplacements en zone montagneuse dépendaient de routes lentes. Le temps de trajet ne se mesurait pas seulement en kilomètres, mais aussi en dénivelé, en virage, en conditions météorologiques et en risque. Un court trajet pouvait occuper toute une matinée. Un camion peut consommer plus de carburant en montée et en descente qu'en marche. Une ambulance peut mettre trop de temps à arriver. Un agriculteur peut perdre en compétitivité si son produit arrive en retard ou à un prix élevé sur le marché. Lorsque les infrastructures réduisent considérablement les temps de trajet, le changement se propage à grande échelle. Les coûts logistiques diminuent. Les produits circulent plus facilement. Les travailleurs ont accès à davantage d'opportunités. Les services sont plus rapides. Les entreprises peuvent envisager des zones auparavant négligées. Le tourisme devient accessible à des visiteurs qui n'auraient pas accepté de longs et difficiles voyages. Au Guizhou, les grands ponts revêtent également une valeur stratégique. La province, autrefois connue pour son isolement montagneux, est devenue une vitrine du génie civil en haute altitude. Ces canyons, jadis considérés comme des obstacles, sont devenus le théâtre de records du monde, d'itinéraires panoramiques et de nouvelles activités économiques. Le pont de Huajiang participe à cette transformation. Le projet intègre également le tourisme expérientiel. Un tel pont, si haut, ne se contente pas de transporter des véhicules. Il attire les visiteurs désireux d'observer le vide depuis des plateformes vitrées, des ascenseurs panoramiques ou des belvédères. Le vertige devient une attraction touristique. Le même abîme qui, autrefois, entravait la vie quotidienne, génère désormais une activité économique. Cette transformation présente une dimension ambivalente. D'une part, elle améliore la connectivité et peut revitaliser des communautés isolées. D'autre part, elle engendre une pression touristique, des modifications du paysage, des coûts d'entretien et des débats sur l'impact environnemental. Aucun grand projet d'infrastructure n'est neutre. Il réorganise toujours le territoire, profite à certaines activités, en déplace d'autres et impose une gestion des conséquences. Le creusement de la montagne symbolise cette tension. Il est l'image du progrès technique, mais aussi d'une intervention profonde dans la nature. La question n'est pas seulement de savoir si cela est possible, mais plutôt quand cela est judicieux. En l'occurrence, la réponse reposait sur la nécessité de relier une région difficile d'accès, la faisabilité technique du pont et l'impossibilité de trouver des solutions plus conventionnelles. L'ingénierie contemporaine s'inscrit dans cet équilibre. L'humanité a besoin de routes, d'énergie, d'eau, de transport et de communication. Mais toute solution doit composer avec les limites géologiques, environnementales et sociales. Le creusement d'une montagne peut paraître excessif, pris isolément. Dans le contexte global, il s'agissait d'une réponse à un problème de connectivité dans un territoire reculé. La montagne fendue est aussi devenue un symbole. Elle illustre la volonté de la Chine de transformer des paysages complexes pour intégrer les régions et pérenniser son réseau d'infrastructures. En quelques décennies seulement, le pays a construit un nombre impressionnant d'autoroutes, de voies ferrées, de ponts et de tunnels. Ce rythme effréné a donné lieu à des ouvrages admirés dans le monde entier, mais a également suscité des débats sur les coûts, la dette, l'impact territorial et l'entretien à long terme. Dans le cas de Huajiang, l'image publique tend à se concentrer sur le spectaculaire, le pont imposant, le canyon, la montagne à découvert. Mais pour les communautés voisines, le changement le plus significatif est plus simple. Un trajet qui empruntait auparavant des routes difficiles devient direct. Une région isolée est rapprochée du reste du pays. La perception de la région se modifie.
Les montagnes ne disparaissent plus. Elles sont toujours là, dominant le paysage. Mais elles n'imposent plus le même degré d'isolement. La route n'efface pas la géographie. Elle la traverse, la façonne, la transcende et la réinterprète. C'est là la véritable force de ce projet. Il ne s'agit pas de nier la montagne, mais de changer la relation de l'homme avec elle.